Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Moussa Moïsila, Aboubacar Diallo, Moussa Yeroba, Zachary Milimono, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les GG en ce lundi matin, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est notre but à travers cette émission, les grandes gueules sur Adafo Média. Vous nous écoutez ainsi du côté de Zéro Corée sur Zali FM. Cette émission aussi a suivi sur Espace TV. Vous nous regardez partout en Guinée sur, entre autres, voilà, Espace TV disponible chez Solitev en Guinée, mais aussi sur guinéetv1.com. Vous avez la possibilité de suivre cette télé en continu sur ce site internet. Au ministre les GG, on s'intéresse à l'actualité. La semaine dernière, vous avez suivi la sortie du directeur général de la RTG Coloma, Yamoussa Sidibé, qui a fait des remous du côté du ministère de la Communication. Ce matin, oui, monsieur Mamadi Kondé, secrétaire général du ministère de la Communication, rebelote. On va revenir là-dessus. Une réunion de crise s'est tenue donc au ministère de la Communication suite à une mise au point faite par le directeur général de la RTG Coloma autour de la dernière lettre circulaire du ministère de la Communication relativement à la diffusion des spots publicitaires sur les médias d'État. Qu'a-t-il été décidé? La question posée ce matin. Oui, même si on m'a dit Condé, nous allons l'avoir chez les GG. Ce week-end également, vous avez suivi, la menace planait. Elle a été finalement mise en exécution. L'UFDG et son président, et là celui d'Alain Diallo, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre monsieur Alassane Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il est accusé d'avoir tenu des propos injurieux, irrévérencieux, diffamation calomnieuse et anti-républicain à l'égard du parti, son président et ses militants. Qu'attend-il de cette action judiciaire? Entre autres, la question posée ce matin, Dr Oussou Fofana, il est vice-président de l'UFDG et en même temps député, il va intervenir chez les GG. Son projet d'académie de football bientôt une réalité dans cette optique. Il vient de lancer donc un tournoi de détection de talent à l'état pur. 850 jeunes ont déjà été sélectionnés au terme de la première phase de ce tournoi. Plus de 100 autres compléteront la liste dans les jours à venir qui vise ce projet. Comment compte-t-il participer à la relance du football guinéen? Et là, Aboubacar Titi Kamara, international guinéen, ancien ministre des Sports, il sera notre invité exceptionnel ce matin. Qu'est-ce qui s'oppose à leur affectation? Plus de 700 agents de services de douane disant avoir acquis les qualifications requises au terme de plusieurs mois de formation théorique et pratique affirment ne pas comprendre pourquoi ils ne sont toujours pas affectés. Ils pointent un doigt accusateur à la direction générale de la douane. Le porte-parole de ces douaniers qui va intervenir sous couvert d'anonymat est colonel PV Touré, chargé de com donc du côté de la douane. Donc ils vont s'exprimer successivement dans notre émission. Et aussi une naissance, c'est le slogan donc qui sous-entend la démarche de l'ONG Terre Vivante en collaboration avec le CNOSC. Ensemble, les deux structures optent pour la valorisation d'une essence aux vertus miraculeuses. Ça s'appelle le Moringa. Qu'en est-il réellement? On en parle ce matin, mesdames et messieurs, avec monsieur Modiwuri Moringa Diallo, président de l'ONG Terre Vivante. Il va intervenir chez nous ce matin. Ahmed Kamara, bienvenue, bonjour. Bonjour Lamine, merci. Allez, voilà. Le micro n'est pas activé. Pourtant, il est activé, je comprends pas. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour. Voilà, bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Djibril. Bonjour Lamine. Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà, bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Allez, bienvenue. On s'intéresse à l'actualité, mes chers amis. Le dossier judiciaire en stand-by, malgré les instructions du ministère de la Justice, Moussa Moïse. Le ministre d'État, il a été clair, il a affirmé lors d'un entretien télévisé, que je suis d'ailleurs ce week-end. C'est quand même une annonce solennelle, officielle. Ça fait un point de démarcation entre lui et son prédécesseur. C'est-à-dire que les dossiers qui sommeillent, qui dorment, qui sont enterrés, et pour certains qui sont brûlés par des incendies assez miraculeux, il demande à ce que des dossiers ne sommeillent plus au niveau des parquets. Des instructions seraient données pour que tous ceux qui en instance, qu'il puisse y avoir des enquêtes et qu'on puisse instruire les dossiers. Et ça me fait rappeler un dossier qui a connu quand même le dépôt d'une plainte par un collectif d'avocats. Et on va me dire que on continue toujours de ressasser la même chose. On ressassera tant qu'il n'y a aucune suite valable. On ressassera tant que le bout du tunnel n'est pas visible. Parce qu'il s'agit quand même d'une plainte bien constituée avec des preuves à l'appui. La seule chose à faire, c'est d'instruire le dossier et de voir où est-ce qu'on peut aller. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est
Pourquoi est-ce qu'au niveau du tribunal de Dixine, on ne se bouge pas? Que se passe-t-il? L'annonce du ministre d'État à la justice, je pense, est une alerte qui est donnée. Est un signal fort. Est un signal fort qui est donné. Pourquoi du côté du tribunal de première instance, le parquet ne se bouge pas? Est-ce qu'il n'y a pas de preuves assez solides? Est-ce que des virgules, de preuves virgules manqueraient à la constitution de la plainte? Mais est-ce qu'ils l'ont interpellé par rapport à ce dossier, par exemple, spécial? Il s'est prononcé de façon globale et générale. Ce dossier est la porte d'entrée peut-être de plusieurs autres dossiers. On va en parler durant cette semaine. Il y a plusieurs dossiers comme ça de ce genre qui sommeillent dans les différents tribunaux, qui ne connaissent aucune fin. Vous avez une sorte de fin de non-recevoir qui ne dit pas son nom parce que vous déposez plainte et vous n'avez aucun résultat. On a envie de comprendre pourquoi depuis le dépôt de cette plainte, au niveau du parquet de Dixine, il n'y a aucune suite, il n'y a pas d'enquête. C'est parce que ça concerne les ministres en fonction, ou bien ça concerne un ancien ministre qui n'est plus au pouvoir, et ça concerne également un ancien directeur d'un poste assez important, directeur national de l'entretien routier. Mais toutes ces questions me font penser à beaucoup de choses. Que les culpabilités soient situées, ceux qui sont coupables de répondre de leurs actes. Est-ce que quand on occupe des postes de responsabilité assez importants, ce qui est bizarre, est-ce que c'est des instructions données fermement? Je ne sais rien du tout. Mais le nouveau ministre de la Justice, niet, pas d'interview avec les médias privés, ça c'est bizarre. Qu'il ne nous accorde pas d'interview, c'est bien, mais que ce qu'il annonce soit appliqué, que ce ne soit pas seulement que de la pâture donnée au petit peuple. Je pense que là, ça va être grave. Allez-y. Alors, je pense que le nouveau ministre de la Justice a déjà donné des gages de sa bonne foi. Mais n'oublions pas que ce ministre est dans un gouvernement qui n'est pas forcément comme lui. Alors, je veux dire par là qu'il y a des dossiers, comme Moussa l'a dit tantôt, qui sommeillent dans les tiroirs de la justice, mais qui ne sont pas du tout traités. Parlons du dossier concernant l'ancien gouverneur de la ville de Conakry, le commandant Sékou Resco Camara, dont la nomination à un poste dans une représentation diplomatique serait imminente. Et justement, cette éventualité a fait bondir justement les organisations de défense des droits de l'homme. Le week-end dernier, la FIDH et l'OGDH ont fait une déclaration commune demandant justement au gouvernement de tout faire pour que le dossier concernant Sékou Resco Camara soit instruit, parce que rappelons que Sékou Resco Camara est accusé de détention illégale, de séquestration, de coups et blessures volontaires, d'abus d'autorité commis dans l'exercice de ses fonctions. Eh bien, ce dossier peine à évoluer au niveau de la justice. Je me demande si les annonces faites par le nouveau ministre de la Justice ne sonnent pas comme un ballon d'essai. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je suis assez pessimiste par rapport bien évidemment aux propos du ministre, qui sont bien évidemment l'expression de sa bonne foi, mais qui n'aboutiront à rien du tout. Voilà, allez, Abakadel, on va enchaîner avec cette autre nouvelle. Presse des journalistes molestés, ça s'est passé ce week-end. Oui, on a appris que des confrères de deux stations au moins, Planète FM et Lynx FM, se sont fait passer à tabac du côté du siège du RPG Arc-en-Ciel. C'est assez étonnant. Ça pose la problématique de la liberté dans l'exercice du métier. Est-ce qu'il est interdit aux confrères, aux journalistes de la presse privée de se rendre à des activités du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, ou à des réunions hebdomadaires du RPG Arc-en-Ciel? S'il en est ainsi, je pense que cela devrait être formalisé par le RPG Arc-en-Ciel et clairement notifié aux journalistes de la presse privée, pour que désormais ceux-ci évitent d'y aller. Mais si cela n'est pas fait, je pense qu'il est du devoir, il est du rôle, il est du droit même de tout journaliste, le droit à l'information, le droit à l'obtention de l'information, le droit à l'accès aux sources d'information. C'est un droit qui est irréfragable au niveau de notre métier. Donc, si cela n'est pas notifié, je pense que les journalistes de la presse privée ont le droit d'aller fouiner leur nez, d'aller comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous avez appelé Non, on s'intéresse juste aux faits. Et moi je dis, si il n'y a pas eu de notification claire adressée aux différents médias privés pour dire on ne vous reçoit pas, vous êtes personne en non grata à l'occasion de nos réunions hebdomadaires, je pense que les journalistes viendront, et si cela n'est pas fait, les journalistes viendront à ces réunions. Mais si cela était fait aussi, cela aurait été très mal vu, parce que ça sonnerait comme une violation grave et une restriction au droit
des journalistes à l'accès aux sources d'information. Allez-y, Tamba. Je pense que les associations de défense des droits des journalistes doivent se lever, surtout à cause du fait que toutes ces violations nous viennent du pouvoir ou de structures très proches du pouvoir. Rappelons-nous l'AB très récemment, lorsque les journalistes de la presse privée n'ont pas pu avoir accès au tarmac de l'aéroport pour pouvoir accueillir et suivre de près l'arrivée du président de la République. Effectivement. Ça, c'est une chose que j'aimerais soulever. Et finalement, comment j'allais le dire, de frustration en frustration, on peut désormais qualifier la presse privée d'orpheline dans le paysage médiatique guinéen. Nous savons bien entendu que la presse publique a tous ses accès, la presse d'État a tous ses accès, mais pourquoi est-ce que, dans le prolongement d'ailleurs du mépris du président lui-même, lorsqu'il a dit qu'il n'y avait pas de journalistes en République de Guinée, je pense que c'est dans ce prolongement que nous nous trouvons toujours. Malheureusement, toutes ces exactions ne sont que faites sur la presse privée et on devrait se lever. Voilà, et on devrait se lever, oui, comme un seul homme, c'est important. Allez, Ahmed, vous venez de rentrer du Maroc, 4e édition du salon de l'aéronautique qui vient de fermer donc ses portes à Marrakech. Un compte rendu, mon cher. Et effectivement, il faut signaler que c'est une rencontre quand même qui a réuni les grands patrons ou les grandes maisons, les grandes concessions, surtout qui font ces avions. Il y avait Boeing, Dassault, Bombardier, tout ça, et tous les ministres de l'Afrique subsaharienne étaient invités à prendre part à cette rencontre, mais également aussi était là. Non, il ne faut pas confondre, parce que la Guinée, je reviendrai là-dessus. Voilà. Les différents chefs d'état-major également des pays de l'Afrique subsaharienne étaient également invités. Il faut signaler que c'est un projet donc du gouvernement marocain en collaboration avec Royal Air Maroc. Donc ils organisent, où ils invitent quand même ces grandes maisons à venir donc exposer durant quelques jours, et il y a des parades qui se font dans le ciel marocain. Qu'est-ce qui vous a marqué de plus? Alors ce qui m'a marqué, c'est que on a vu quand même la présence, comme je vous l'ai dit, de pas mal de chefs d'état-major de l'Afrique subsaharienne. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet du gouvernement marocain en collaboration avec la force royale. Donc ces chefs d'état-major sont venus pour voir un peu l'évolution des différentes flottes qui existent dans le monde. Et il faut signaler que, comme je vous l'ai dit, tout le monde connaît Dassault, un peu les capacités de Dassault. Donc c'était également une occasion pour ces chefs d'état-major de prendre contact avec ces grandes maisons, de voir exactement quelles sont les possibilités d'avoir de nouveaux équipements. Il faut dire que la Guinée qui était invitée n'a pas du tout répondu à l'invitation, et n'a pas répondu à l'invitation. Moi, j'ai pas vu le chef d'état-major de l'armée guinéenne, j'ai pas vu le ministre guinéen des transports, alors que les autres étaient là-bas. Donc je pense que c'est des rendez-vous qu'il ne faut pas du tout manquer. Donc de toutes les façons, la rencontre s'est très bien passée. Il y a eu des expositions, on a vu un peu les nouveaux équipements qui ont été présentés à la presse. Je pense que c'est la 4e édition, il y aura d'autres éditions. C'est important pour la Guinée de participer à ce genre d'événement. Il ne faut pas croiser les bras et s'asseoir que des vendeurs d'illusions viennent nous trouver pour dire j'ai tel avion ou j'ai tel avion avant qu'on achète de la pourriture. Je pense qu'il est important d'aller rencontrer les concessionnaires, c'est discuter avec eux et voir un peu de quoi est-ce qu'ils sont capables. Voilà. Passeport biométrique, on en parle ce matin. Enfin, une réalité à Wakadalo. Oui, enfin, et je pense que dans les jours à venir, probablement aujourd'hui ou demain, parce que j'ai pris langue avec le directeur général de la police de l'air et des frontières, qui nous a rassuré que les passeports biométriques, ça va être une réalité, donc dans les 24 ou 48 heures. Mais ce qui est important, je voudrais signaler juste que il y a eu un lancement en forme de trompe-l'œil et avec le ministre de la Sécurité, vous vous rappelez, et il y a 2 mois derrière, et on notait même la présence du Premier ministre. Et on pensait que les jours qui avaient suivi, qu'on allait pouvoir mettre nos passeports biométriques dans nos poches, mais c'était tout faux, parce que vous vous rappelez, j'ai parlé des spécimens qui avaient été faits du côté de la Malaisie, où une société donc du pays est donc fournisseur de ces passeports biométriques. Les spécimens étaient très mal faits. Au-delà des éléments de sécurité qui manquaient, ils étaient truffés de fautes. Parce qu'il y avait même le nom de notre pays qui était très mal, donc qui était transformé. Alors, toute la première mouture a été renvoyée du côté de la Malaisie, elle a été reprise, les collections ont été apportées. Raison pour laquelle je disais tantôt dans cette émission que c'était un prototype. Voilà. Les collections donc sont apportées, sont faites, et l'équipe de techniciens malais est arrivée et elle a commencé à travailler d'arrache-pied pour donner la main aux techniciens locaux, parce que le contrat prévoit qu'ils le fassent pour une période et après ils vont devoir se retirer. Donc ça va être fait dans
les jours à venir. Vous savez que les passeports non biométriques ne sont plus délivrés. Tous les équipements ont été paramétrés, ont été configurés pour délivrer des passeports biométriques. Ouais. Mais ce qui va changer très rapidement, désormais, le demandeur de passeport va se rendre dans une agence de la banque Ecobank, la banque africaine Ecobank, pour payer les frais dus à la confection du passeport. Ensuite, on lui établira un reçu, voilà, un récépissé qu'il viendra présenter avec ses dossiers au ministère pour se voir établir un passeport. Je pense que ça permet de sécuriser aussi les recettes à ce niveau et ça permet d'éviter ce qu'on appelle les échelles de tarifs. Parce que vous savez qu'il y a toutes sortes de tarifs qu'on appliquait au ministère de la Sécurité par rapport au passeport. Il y a aussi l'exigence par rapport à l'extrait de naissance et il y a d'autres choses qui changent. Donc c'est important. Mais en tout cas, l'innovation, la principale innovation, c'est qu'il faut désormais aller payer au niveau des Cobank. Oui, c'est beau de rêver. Voilà, c'est beau de rêver. Il y a l'innovation, je suis d'accord. On a besoin de passeports biométriques. Il faut payer au niveau des Cobank, tout cela. Oui, mais vous allez payer au niveau des Cobank. Vous allez ensuite vous rendre au ministère avec un reçu. Et c'est pour mettre Non, ne soyez pas aussi. Je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Alors quand ce monsieur va. Est-ce qu'il a vu quand même un prototype? Écoutez, c'est pas le plus. Alors ce qui me plaît ce matin, c'est à dire que oui, ça va se passer comme vous partez par exemple aux États-Unis. C'est pas Moussa Moïse qui va vous dire le contraire. Vous partez à l'Ecobank, vous payez, vous avez un reçu immédiatement sur le champ. Mais c'est trop beau. Oui, mais quand vous allez payer le reçu, combien de temps vous allez faire avant d'avoir votre passeport? Écoutez, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais combien de temps vous allez faire pour recevoir votre passeport? J'aimerais qu'on nous signale cela. Ça c'est important. Et quand on vous donnera ce délai, est-ce que réellement vous allez l'avoir? Est-ce que oui, c'est là-bas où justement où on va payer un peu plus? C'est-à-dire vous allez payer à Ecobank et arriver au ministère encore vous allez repayer. Non, vous allez repayer pour pouvoir accélérer. Je pense que non, c'est important. Il y a un droit. Donc moi je pense que si on a décidé de faire on a décidé de faire le système Ecobank, alors qu'on dise carrément aux gens combien de temps le passeport va prendre, si le passeport ne finit pas à cette date, quelles sont les différentes voies de recours. Il a un droit de poser quand même d'avoir des doutes, mais ce que je voulais ajouter deux innovations de plus, c'est qu'il faut désormais la présence physique. La présence physique, parce que on dit passeport biométrique, il faut qu'on vous prenne les empreintes digitales. Effectivement. C'est important. Et la dernière chose qui change, c'est que on ne peut plus rester à l'étranger et se faire établir un passeport à Conakry. Donc il y a un dispositif qui est prévu. Oui, justement, il faut également donner la possibilité aux ambassades de pouvoir faire les visas. Oui, c'est ce qui va être fait. Allez-y, Tamba. Il y a une chose, Ahmed, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et s'il y a une expression à sortir de notre débat dans ce contexte-là, c'est bien le bénéfice du doute. Bénéfice du doute, c'est une expression occidentale, elle n'est pas guinéenne. Nous sommes en Guinée. Non, c'est important d'être très réaliste par rapport à ce qui va se faire. Vous allez payer et revenir à notre tradition. Voilà, allez, moi j'étais ce week-end du côté de Kindia, à Kélissi, mon cher Moussa Moïse. Là, Junior Condé, il faut qu'il se bouge. C'est important parce que je dois comprendre qu'il y a ces sites touristiques dans notre pays et que, ben voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a peur de venir en Guinée et pourtant il y a des merveilles dans notre pays. C'est pas possible. Là, ici, il faut parler, il fait le faire. Mais depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on prend le cas de Diawara qui vient de venir, lui, il fait parler de lui. Alors, attendez, vous pensez que c'est un crayon et une feuille rame qu'il faut prendre et s'asseoir, commencer à dessiner pour c'est terminé? C'est parce que là, le monsieur il a besoin de se bouger, je suis d'accord, mais il a également besoin de moyens pour pouvoir valoriser ses sites. Non, ça ne dessine pas. Il se bouge. D'accord. Je suis d'accord. On a besoin d'action, c'est important. Mais je ne suis pas contre l'initiative. J'aimerais vous dire, c'est bien que vous ayez pris un autre trajet que celui de Bokeh cette fois-ci pour aller à Kindia, regarder un peu les chutes de Kélissi. C'est bien. Vous vous rendez compte que nous avons des sites touristiques assez merveilleux. Oui. Mais attendez-vous à une chose, les juniors constatent un pourrissement, le pourrissement d'une situation qui a commencé bien avant lui. Et il vient dans un avis. Mais c'est trop facile de vous raisonner comme ça, c'est pas facile. Monsieur Guérassi, quand vous occupez un poste de responsabilité à la tête d'un EPIC comme l'ONT et que vous n'avez pas les moyens de votre politique et que vous trouvez que tout ce que vous engagez comme recette, je peux vous poser une question, Moussa Moïse. Je pense déjà quand il est venu, d'abord c'est une prise de contact
un état de lieu. Oui, c'est important. Il a fait l'état de Il n'est lieu. pas là pour figurer, je suis désolé. On vous a donné ici la situation des recettes de l'ONT, c'était macabre, c'était assez grave. Et quand il y avait ce copinage à la tête du ministère et que les recettes étaient gérées et versées au compte du ministère de tutelle au lieu d'être versées à la caisse de l'ONT, vous vous êtes pas accablé par cette situation. Aujourd'hui, sans ces moyens, comment est-ce qu'il va fonctionner? C'est ça. Les plages, les restaurants, toujours le pognon, le pognon. Tout lui échappe. C'est un petit Guinéen, je comprends très bien. Je veux juste te dire, quand vous mettez des EPIC en place, quand vous mettez des structures en place, permettez à ces structures de fonctionner réellement. Sinon, ça ne servira à rien. Moussa, nous avons les sites touristiques. Je pense que l'AI peut se permettre, il peut faire déjà l'état des lieux, c'est important. Il a fait l'état des lieux. Il a fait de l'état des lieux, il a recensé les sites touristiques. Ah non, c'est pas ça qu'il a fait. Un petit mot. C'est bien ce que Moussa dit, mais moi je pense que quand on occupe une fonction, quand on est actif à ce point, et qu'on voit les bras et jambes coupés, on doit tirer les conséquences. Tirer les conséquences, c'est quoi? C'est rendre le tablier. C'est assez facile. C'est aussi simple que ça. Non, mais c'est ça. Je pense que le gouvernement prendrait la compte. Écoutez, comment j'allais dire, nous avons là Junior Condé, nous l'avons écouté pendant longtemps. C'était quand même quelqu'un qui a causé du tort assez longtemps par sa simple façon de parler à l'opposition. Maintenant qu'il a la possibilité de faire quelque chose et qu'il trouve que finalement on lui met les bâtons dans les roues, c'est une possibilité que de démissionner. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais l'autre chose, quand on se réfère un petit peu, la dame, Madame Si, elle a investi énormément là-bas, pas d'accompagnement. Elle a mis des projets du côté du ministère du Tourisme. On se bouge pas. Et pire, ce qui va se passer, c'est cet avion qui est venu. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Je pense que, Moussa, s'il te plaît, c'est important de le dire. S'il n'a pas les moyens, il peut démissionner. Mais l'autre chose qui est importante, c'est bien de reconnaître qu'il a ces difficultés-là. D'un point de vue administratif, d'un point de vue économique, il y a ces difficultés. L'initiative n'est pas liée. Je pense qu'il doit avoir une certaine initiative, essayer de penser à quelque chose. Et après qu'on constate qu'on l'a empêché de travailler. Mais voilà, c'est tout. Soyez le plus grand ingénieur du monde. Vous parlez quelle langue? Mais pour lancer quoi que ce soit, vous avez, comme on le dit, c'est l'argent qui appelle l'argent. Pour valoriser ces sites, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un crayon qu'on va prendre pour s'asseoir et dessiner pour valoriser. Il faut mettre la mine. Il faut avoir des partenaires. Il faut avoir des partenaires, même si l'État n'a pas les moyens d'action. Je ne sais pas. Je suis juste en train de donner quelques explications en temps normal comment ça devrait fonctionner. Et je pense que beaucoup nous écoutent, savent déjà comment ça devrait fonctionner. Mais c'est juste un petit rappel. Pour vous dire également que M. Lai, c'est vrai, peut aussi aller chercher des partenaires qui peuvent investir dans ce domaine. Oui, mais ces partenaires aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, écoutez, il faut forcer la situation. Mais comme on vous le dit, on vous dit que l'argent n'aime pas le bruit. Aujourd'hui, on est dans un pays où la stabilité économique, même politique, laisse à désirer. Vous pensez que c'est comme ça que les gens vont investir? Allez, je dis non. Moi, je suis quand même un peu surpris que de ce studio-là, on réclame, on demande déjà à les juniors de jeter l'éponge si il n'a pas les moyens de ses ambitions. Je pense que si cela devrait être tout devrait être conçu de la sorte, je pense que beaucoup démissionneraient déjà. Parce que personne n'a les moyens de ses ambitions, personne n'a les moyens de sa politique. Cela ne vous dédouane pas. Oui, mais cela ne dédouane. C'est ce que je veux dire. Cela ne dédouane aucun cadre, cela ne dédouane aucun responsable, aucune autorité de pouvoir prendre des initiatives, de pouvoir faire preuve d'audace. Et je pense que à ce niveau, les juniors quand même ne manquent pas d'initiative. On va continuer à dormir. Mon micro il est fermé. Non, pas du tout. Ok, on va continuer à dormir. Juste pour dire une chose, il y a quand même du potentiel en matière touristique dans notre pays. Il y a énormément de potentiel. Mais comment les mettre en valeur? Comment permettre à ce que comment permettre à ce que des partenaires qui viennent, ils ne nous envoient pas des valises remplies d'argent. S'il y a des financements à faire, mais ces financements seront déposés dans un compte. Bien. Monsieur, vous n'avez pas la gestion du compte, que voulez-vous? Vous n'avez pas la gestion du compte. Que voulez-vous? Il faudrait d'abord se battre à ce que le texte qui régit le fonctionnement de l'ONT soit respecté et que la gestion soit assurée par l'ONT. Je voulais ajouter la mine. Quand on est investi d'une mission aussi importante qui est celle, bien évidemment, de donner de l'allant
à un secteur qui semble battre de l'aile, je pense que on doit se donner ces moyens. Si on n'a pas ces moyens, je le dis encore, j'insiste et je persiste là-dessus, on doit tirer les conséquences. Et ce n'est qu'une option parmi tant d'autres. Je dis simplement que au-delà de tout ce qui manque de moyens, là j'ignore, ce que j'ai envie de lui dire, et c'est mon simple constat, c'est qu'il manque un tout petit peu d'audace. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a cette dose d'audace que l'ingénieur doit mettre dans son verre pour aller chercher les partenaires, pour aller pour décrocher s'il faut, c'est de l'exagération, pour décrocher la lune avec ses dents. Je pense que avec un peu d'audace, il peut réussir quelque chose dans le domaine où il est. Bienvenue chez les GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Zéré Corée. Vous êtes à Tambacounda. Merci de rejoindre cette équipe Espace TV ici en Guinée. Disponible donc sur Solitaire. Merci de votre fidélité. On va essayer de faire quelques lectures d'SMS reçus à ce numéro de téléphone GG au 8037. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez réagir aussi avec ce numéro de téléphone 657 39 13 13. On s'intéresse avec cet SMS d'un auditeur. Bonjour, attention, premier acte de Laye Junior Condé. Il a bloqué toute participation de la Guinée aux différentes rencontres foires au salon. Il interdit également de délivrer des agréments jusqu'à nouvel ordre. Voilà, ça c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Et oui, le concerné, donc il réagit en direct, Laye Junior, qui dit: qui peut mettre de l'argent dans un conseil d'administration? Voilà, c'est la question qu'il pose ce matin. On va d'ailleurs l'inviter, si Aboubacar Diallo le veut bien, la semaine prochaine. Il n'y a aucun souci. Et cet autre auditeur aussi qui réagit, le passeport sera à combien? Voilà, le montant en fait, il n'y a aucun problème. Donc lui qui nous signale en direct des confrères de Bonheur FM, de Lynx FM. Et donc voilà, il n'y a pas de problème, les précisions sont faites. On va recevoir dans un instant notre invité, c'est bien sûr le ministre Titi Camara qui va s'installer dans ce studio dans un instant. On parle sport ce matin et aussi à venir, on va s'intéresser à l'UFDG. De ce côté, la menace qui planait, elle a été finalement mise à exécution. L'UFDG et son président est là, Cellou Dalein Diallo. Donc on déposé une plainte avec constitution de partie civile contre monsieur Alassane Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il est accusé d'avoir tenu des propos injurieux, diffamatoires, calomnieux et anti-républicains à l'égard du parti, son président et ses militants. Qu'attend-il de cette action judiciaire? C'est la question que nous posons ce matin. Monsieur le réalisateur Mohamed Diaby, c'est comme vous voulez. On va essayer de partir chez monsieur Ousou Fofana, docteur Ousou Fofana, donc qui va intervenir. Lui, Dib, on s'intéresse à ce dossier. Ah oui, vous vous souvenez sans doute des propos qu'avait tenus le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Alors, vous avez... Oui, bien sûr. Moi, j'avais écouté à l'époque un extrait, mais l'extrait que j'avais écouté, et c'est l'occasion de revenir là-dessus, j'avais dit à l'antenne que l'extrait que j'avais écouté n'était pas du tout, ne faisait pas état de propos injurieux ou irrévérencieux, comme pourrait-on penser. Mais effectivement, j'ai écouté par la suite l'intégralité de l'émission. Eh bien, il y a des propos qui peuvent penser que c'est des propos, bien évidemment, qui peuvent s'apparenter à des propos injurieux. Toujours est-il que il y a eu l'interprétation... Attendez, je ne suis pas juge. C'est au juge de dire que les propos sont injurieux ou pas. Je ne suis pas juge, je ne fais que constater les faits. Ce qui est intéressant, si vous dites qu'en écoutant déjà, on pense qu'il a insulté. L'interprétation que fait du parti, c'est de bonne guerre, bien évidemment. Il faut laisser la justice faire son travail. Il faut laisser moi je suis pas juge, bien évidemment. On va laisser le parti s'exprimer. Voilà, moi je suis un homme de droit. Docteur Ousou Fofana, direct chez le juge Moussa Moïse. Les grandes gueules. Docteur, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Alors vous avez porté plainte contre l'actuel ministre Alassane Condé, mais on en parlait tout de suite. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est assez léger ce que vous lui reprochez? Est-ce que c'est assez solide? Mais écoutez, je pense que ça dépend de comment vous l'interprétez. Nous pensons que les propos de M. Alassane Condé sont graves et ça porte atteinte à la paix, à la cohésion et à l'unité nationale. Et ces propos ont été tenus au cours d'une émission
radio-guinée-sud.com. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Alassane? Il a dit que l'UFDG est un parti communautaire. L'UFDG est un parti qui n'est pas tout à fait à règle. Ça, c'est de bonne guerre. Et attendez. Et qui n'a pas un agrément correct. Les militants de l'UFDG sont des provocateurs qui ne connaissent pas la loi et qui descendent dans la rue dès que la loi est appliquée. Il allait plus loin. Il a dit que le président de l'UFDG est un menteur, un voleur et un prédateur. Ça a apporté de preuves. Il a encore au cours de la même mission tenu en langue malinquée des propos à l'encontre de la communauté de la Moyenne Guinée, que je n'ose pas dire ici, parce que nous nous battons pour l'unité et la paix. Les avocats feront écouter aux juges la bande son. Alors, si vous pensez qu'un ministre de la République peut tenir des propos comme ça, schématiser toute une communauté, dire qu'un parti politique qui est légalement agréé, qui est allé aux élections, a un agrément incorrect, et dire au président de ce parti que c'est un menteur, c'est un prédateur, ça a apporté la preuve. Si vous pensez que ce n'est pas grave, nous demandons, nous, aux juges, de regarder ce fait. Et puis, c'est pas la première fois. Docteur, vous avez... Vous vous rappelez que... Attendez, une fois, j'ai fini, juste. Oui. Quand M. Seloudanen Diallo a reconnu les résultats de l'élection présidentielle 2010, et le monde entier l'a salué. Il a reçu un prix à Dakar, le prix du MEDES, le corridor de la paix. M. Alassane Condé, en tant que ministre public, a dit que ce prix-là, c'est le prix du meilleur investisseur. Mais ce qui est grave, c'est qu'il apporte, il tient des propos auxquels il n'apporte aucune preuve. Si vous pensez qu'un ministre public peut tenir des propos comme ça, et je parle sous le contrôle de M. Ahmed, s'il est encore là, puisqu'il a fait la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire, qui était un pays émergent, qui était un pays sur le plan économique, qui était vraiment le premier pays en Afrique, si la Côte d'Ivoire a sombré dans la guerre, ça a cours des propos comme ça. Parce qu'on a tout simplement voulu dire que tous ceux qui sont du Nord ne sont pas des Ivoiriens. Et on se rend compte malheureusement que chaque fois que M. Alassane Condé prend la parole, heureusement que nous n'avons pas, rassurez-nous, franchi cette ligne rouge, mais dites-nous au-delà de l'aspect symbolique et que vous voulez donner à cet événement en portant plainte, est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez au bout du compte? Qu'est-ce que vous attendez réellement? Non, parce que logiquement, dans un pays normal, quand un ministre de la République tient des propos comme ça, il est de la responsabilité du gouvernement de réagir par rapport à ça. Vous vous rappelez que M. Tatavieux est allé à Lima, et il a dit qu'il va faire des forages, mais les forages ne seront utilisés que par les militants de Jacques-Cassiel. Il faut que les ministres de la Guinée comprennent que quand ils sont ministres de la République, ils ne sont pas ministres d'un parti politique. Alors, vous n'avez pas répondu à la question de Moussa. Fofana. Ce n'est quand même pas la première fois que des propos à relents ethniques ou communautaristes sont tenus par des responsables au plus haut niveau. Est-ce pourquoi cette fois-ci vous êtes ulcéré par ces propos? Est-ce que c'est parce que c'est Alassane Condé ou il y a une raison qui sous-tendrait justement votre démarche? Mais écoutez, vous savez qu'il y a un début à tout. Hein? Il faut qu'on apprenne dans ce pays-là à démontrer que tout le monde est justifiable. Tant que vous tenez des propos qui ne vont pas dans le sens de faire atteinte à l'unité nationale, à la cohésion, qui ne parlent pas de communautarisme, qui ne parlent pas d'exclusion, on peut débattre. Mais attendez, docteur Fodéoussou, vous vous souvenez, le médiateur de la République, j'y arrive, avait tenu des propos disant qu'une communauté n'avait pas droit, bien évidemment, au pouvoir politique. Il a dit que c'était une boutade. Oui, et c'est terminé, je pense qu'il faut l'oublier. Vous ne vous êtes pas empressé à l'époque de porter plainte contre le médiateur de la République. Pourquoi vous le faites maintenant? Mais je vous dis, monsieur Djibril, je ne parle pas du médiateur de la République qui s'est suffisamment expliqué
qui est allé plus loin, qui a présenté même des excuses. Oui. Alors au bout du compte, hein, la question qui vaut, monsieur Dr Fodou Fofana, c'est de savoir qu'est-ce que vous attendez de la justice, qu'est-ce que vous espérez au bout de cette action judiciaire, monsieur Fofana. Deux choses. Nous avons un nouveau ministre de la Justice. Je pense qu'il a l'occasion à jamais de prouver que la justice n'est pas sous ordre de l'exécutif et que notre justice est indépendante. Voilà. Deuxièmement, que cette justice puisse rappeler à M. Alassane Condé que quand on tient des propos haineux, des propos diffamatoires, des propos qui vont dans la cohésion sociale et nationale, on fait une sanction contre M. Alassane Condé. J'espère qu'à partir de cette plainte, le gouvernement se retrouvera, discutera, prendra une décision contre un ministre de la République qui a tenu des propos aussi graves que ce qu'il a tenu là. Bien. Parce que n'oubliez pas qu'un jour, à un moment donné, il a dit que M. Sénégal n'est même pas réalisé. S'il a envie de faire des manifestations, chez lui en Somalie. Il a dit que ce n'est pas un Guinéen, que c'est un Somalien. Bien. Nous pensons que c'est extrêmement très grave. Docteur Ousfoufana en direct sur le GG. Écoutez, tiens, pendant qu'on vous est en ligne, docteur, on a appris ce week-end que Elhadj Cellou Dalein Diallo et Bahouri, normalement, doivent se réconcilier. En tout cas, c'est l'initiative de Diboka, du côté du Sénégal. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Écoutez, je n'ai pas cette information, je l'ai lu comme vous. Monsieur Cellou Dalein Diallo n'est pas en Guinée, il est à Rotterdam. Hein, il a été élu comme vice-président de l'international socialiste. L'international libéral. Libéral, ouais. Il a été socialiste, c'est plutôt le professeur. Voilà, c'est cela. Voilà. Allez, docteur. Avec M. Sidia. Et il a fait un grand meeting qui était excellent, qui était extraordinaire. Il y avait tous les militants de l'IFDG. Merci beaucoup, docteur. Chaleureux. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, nous allons continuer notre émission. Écoutez, les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Très nombreux ce matin à réagir sur notre plateforme GGE 8037. Vous le voyez déjà à l'écran, notre invité exceptionnel, Monsieur Aboubacar Titi Camara, ancien international guinéen et en même temps ministre des Sports. Oui, on va l'interroger dans un instant à venir aussi. Dans la deuxième partie, nous allons nous intéresser à la maison mère, la RTG Renault de ce côté, après la sortie de Monsieur Yamoussa Sidibé la semaine dernière. Ce matin, Rebelote, c'est le secrétaire général du ministère de la Communication qui va intervenir dans un instant pour évidemment nous en dire un peu plus sur cette décision du ministère de la Communication. Monsieur Omadi Condé, nous allons l'avoir dans la deuxième partie de notre émission. Et aussi, on va s'intéresser à cette ONG, Innaissance. C'est le slogan qui sous-entend donc la démarche de l'ONG Terre Vivante en collaboration avec le CNOSC. Ensemble, les deux structures optent pour la valorisation d'une essence aux vertus, dit-on, voilà, miraculeuse, ça s'appelle le Morigan. Qu'en est-il réellement? On s'intéresse dessus ce matin avec, entre autres, monsieur Modi Ouri Morigan Diallo, président de l'ONG Terre Vivante. Aussi, on va s'intéresser aux douaniers, oui, ceux qui gardent l'argent. Et là-bas aussi, Remou, il y a le porte-parole non seulement de la douane qui va intervenir, mais aussi un douanier très en colère ce matin qui va intervenir aussi. Ceux qui ne gardent pas l'argent, ceux qui ne doivent pas garder l'argent. Voilà. Et qui le gardent peut-être. Écoutez, je pense qu'on a écouté Dr Fodossou tout de suite. Moi, je pense que les cadres guinéens et les politiques doivent quand même à un certain moment se contenir. Il est important qu'on vous dise, si vous décidez d'être un homme public, que vous êtes menteur, vous êtes voleur, acceptez, parce que c'est comme ça. Sinon, après, je pense que finalement cette justice va se retrouver submergée de dossiers. Mais ce qui reste clair, ce que je dénonce, que certains cadres aujourd'hui, c'est quand même devenu une habitude. On essaie de jouer avec les ethnies tout en disant oui, tel n'est pas de ceci, tel n'est pas de cela, et c'est très grave. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Ensemble, nous sommes, comme on l'a dit, nous sommes tous Guinéens, même les étrangers qui sont là aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont devenus Guinéens. Je pense que c'est comme ça que nous devons évoluer. Les grandes nations aujourd'hui, quand on prend les États-Unis, pourquoi M. Barack Obama est
aujourd'hui à la tête des États-Unis? Pourquoi on ne le traiterait pas de ceci ou de cela, de Kenya ou de... Je pense que c'est pas aujourd'hui ce qui compte. Il faut mettre ça de côté et avançons. Allez-y, Tamba. Il faut comprendre deux choses. La première, c'est que cette démarche, elle est simplement symbolique. L'UFDG veut préserver son honneur, l'honneur de son président. Ça, c'est une première chose. La deuxième des choses, il y a ce gros défi qu'on veut lancer à la justice. Rappelez-vous le dossier Zakaria, le jeune qui a été tué lors des manifestations. Ce dossier, il traîne encore. Et pendant ce temps, l'UFDG vient porter une autre plainte visant plus gros. Est-ce qu'il y aura des réponses par rapport à cela? Mais de toutes les façons, le docteur Alassane Condé, il a donné des affirmations, mais il va devoir s'expliquer si, bien entendu, la justice veut devenir une vraie justice. Voilà, une vraie justice. Un titi pour un autre titi. Voilà, on a notre invité, Aboubacar Titi Camara. C'est un honneur. On a tous été grands footballeurs. À côté, il y a le vrai. Moussa. C'est même pas soulever une jambe. Puisqu'il est valeur nationale, Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Omo. Bonjour. Merci, bienvenue dans cette émission. Et vous voulez participer à l'effort de relance du football guinéen par la base. Et vous avez un projet d'académie de football. Expliquez-nous les motivations. Qu'est-ce qui vous a poussé à imaginer ce projet? Tout à fait, je vous remercie de m'avoir invité pour parler de mon projet dans votre émission. C'est vrai que depuis que j'ai quitté dans les affaires gouvernementales, des amis et moi, nous avons pensé à mettre une académie en place. Je pense que si nous voulons qu'on ne soit pas condamné par l'histoire, il faut, nous les anciens sportifs, qu'on revienne à la base. Sans ça, on ne trouvera pas la solution. L'académie, au fait, ça fait 1 an et demi que nous avons mis déjà ce projet-là sous papier. Et là, on a commencé à matérialiser ce projet. Nous avons commencé d'abord à créer le club. Ça sera le Racing Club de Guinée. Et après, on a eu l'agrément grâce au ministère de l'Intérieur. Et avec la Fédération guinéenne de football aussi, nous avons préparé le règlement intérieur, plus le statut qu'on a déposé à la Fédération guinéenne de football, mais ça sera un statut standard FIFA. Alors vous êtes rattaché à un club ailleurs? Non, nous avons créé un club qui s'appelle le Racing Club de Guinée. Nous allons commencer à la base, à National 2. Mais Racing Club, c'est pas nouveau, on a entendu déjà ça. Oui, c'est un club qui existait dans les années... je dirais 40, 45, c'est la génération de mon papa et de Yoro Yara aussi et d'Akim Boy aussi. Et il y a beaucoup qui ont disparu. Il y a une semaine, on a rendu visite à un des anciens du Racing Club de Guinée, à Korea là-bas, grâce à Pierre Bangoura qui nous a accompagnés de doyen. Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que du point de vue infrastructure, tout est prêt? Au-delà de l'annonce, comment ça va se passer du point de vue infrastructure, équipement? Est-ce que tout y est? Parce que c'est là où le bas blesse. C'est vrai que nous avons, je dirais, pour le moment, nous avons entamé les démarches pour avoir un site. On a beaucoup visité. Vous savez, quand les gens voient le nom de Titi, ils pensent que je suis milliardaire. Et je dirais, il faut que les gens redescendent sur terre. Reviennent sur terre. Et des fois, nous mettons des gens pour aller superviser des sites qui seront plus habilités pour faire l'académie. Par contre, nous avons un siège. Bientôt, le siège sera prêt. Alors, vous avez signalé tout de suite que vous évitez de vous faire rattraper par l'histoire. C'est clair que vous auriez pu mettre ce projet en place depuis longtemps parce que, voilà, on a vu un peu l'exemple de vos petits frères en Côte d'Ivoire, au Mali. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Vous n'étiez pas prêt à lancer ce genre de projet en Guinée, c'est cela? Non, au départ, vous savez, quand je suis rentré en Guinée en 2007, j'avais des objectifs. C'était de briguer le poste de président de la Fédération guinéenne de football. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais j'ai été recalé parce qu'il fallait 4 ans d'expérience. Mais la phrase, elle est incomplète. 4 ans d'expérience, quelqu'un qui a joué pendant 16 ans au haut niveau en équipe nationale. Je pense que quand on parle de la famille sportive, il y a des jardiniers, il y a des coupeurs de gazon, il y a des directeurs, il y a des administrateurs.
il y a des anciens sportifs, il y a des arbitres aussi. Ça englobe au fait la famille de football. Et malheureusement, j'ai été recalé parce qu'il y avait un système qui était en place que je ne pouvais pas me présenter. Et après cet échec, je me suis... Vous avez perdu aussi du temps dans la politique, ce qu'il ne fallait pas peut-être faire. Non, on est tous obligés de faire la politique, que ce soit indirectement ou directement. Mais ça vous a pris du temps, ça vous a... Aujourd'hui, on sent qu'il y a énormément de regrets. Qu'est-ce que ça vous a apporté, votre passage au gouvernement? De l'expérience. Vous savez, je me suis engagé derrière le professeur Alpha Condé parce que j'ai des principes. C'était le candidat qui avait un programme de société. Vous dites c'était. Ça veut dire quoi? Il n'est plus candidat. C'est la langue de Molière. C'était avant. Vous regrettez de l'avoir soutenu? Il était candidat. Voilà. Et maintenant qu'il est acteur. Non. Allez-y les gars, quand même. Parce qu'on a vu quand je me suis engagé et je me suis impliqué pour l'élaboration de son programme de société. Et c'était de l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations pendant la campagne présidentielle. La jeunesse guinéenne aussi a suivi que le président voulait qu'on organise une Coupe d'Afrique des Nations. Après 56 ans d'indépendance, quand on prend nos voisins des pays limitrophes de la Guinée, ils ont tous organisé une Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que nous avons la possibilité, nous avons des hommes, et pourquoi pas sans organiser un événement continental, je pense que la Guinée aura du mal à s'en sortir. Mais est-ce que c'est pour ce seul projet que l'organisation d'une CAN par la Guinée, est-ce que c'est pour ce seul projet que vous êtes engagé auprès du professeur Alpha Condé? En tant que sportif, je pense que je ne pourrais pas apporter, que ce soit dans le domaine de santé, mais... c'est dans le domaine du sport. C'est dans le domaine du sport que je pouvais apporter quelque chose à mon pays. Aujourd'hui, vous recherchez un site, vous avez travaillé au sein de ce gouvernement, vous avez mouillé le maillot pour ce pays, le gouvernement aurait pu quand même vous aider pour l'acquisition d'un site vous permettant de mettre en place cette... réquisitionner. Oui, ça aurait pu être quand même... la contribution, écoutez, je pense qu'il ne faut pas tout mettre... non, c'est pas tout mettre. Je veux qu'il réponde à cette question. Allez-y, monsieur Moïse. Vous savez, il y a beaucoup d'anciens ministres qui sont rattrapés aujourd'hui par leur gérance dans le gouvernement, qui ont obtenu des terres à des valeurs inestimables. Et je dirais, moi je préfère fonctionner dans le privé. Si j'ai quelque chose à acheter, faut pas que demain qu'il soit rattrapé par l'histoire. Ouais. Ah ben, et là, Aboubacar Titi Camara, donc notre invité exceptionnel ce matin. Aboubacar, beaucoup de chiffres ce matin. On a encore 3 minutes, il n'y a pas de problème. 850 jeunes quand même ont déjà été sélectionnés au terme de la première phase de ce tournoi. Plus de 100 autres compléteront la liste dans les jours à venir. Dites-nous un petit peu comment ça se passe la compète. Mais tout à fait, c'est vrai. Ce projet, on avait déjà fixer les dates, comme les enfants ils étaient en examen blanc pour les classes de passage. Et c'est pour cela, et surtout, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est les enfants qui sont nés en 2000. Et c'est un peu supportable à 2009, à 2000. Et ces enfants-là, ils seront dans l'académie, comme la plupart des enfants qu'on avait sur main, grâce au coordinateur, grâce aux formateurs aussi, on a pu regrouper 850 jeunes qui ont compéti pendant les 2 jours, le samedi et le dimanche aussi. Nous avons enlevé un peu l'esprit compétitif et pour éviter que les enfants s'engagent, pour éviter des blessures, même si c'est un sport de contact. Et la Fédération guinéenne de football aussi a beaucoup apporté sa contribution pour ces 2 jours-là, ça se passe. D'accord, mais est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs, puisqu'il n'y a pas de site pour l'instant et des gens ont fait les... Comment est-ce que vous allez gérer ces enfants? Pour un premier temps, c'est vrai que bon, il y a certains qui me poseront la question pourquoi pas le site n'existe pas, mais je dirais plus commencer la construction. Ça va prendre peut-être 2 ou 3 ans. Je ne peux pas rester comme ça, les bras croisés, sans revenir à la base. Je pense qu'avec le club qui est créé, nous allons commencer à National 2. Les enfants gagneront avec le projet. Voilà. Et là, Aboubacar Titi Camara, notre invité exceptionnel ce matin à venir. Dans notre émission, on va s'intéresser du côté du département de la communication, c'est cela. Monsieur Mamadi Condé, secrétaire général du ministère de la Communication, va intervenir. Et entre autres aussi, on va s'intéresser à la douane de ce côté, Remou aussi, et une ONG qui va s'intéresser aussi à cette émission. Tout ceci, c'est dans moins de 10 minutes sur Radio Espace, les GG.
Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Depuis l'avènement des télévisions libres en Guinée, on regarde la même chose. Normal, dirait l'autre, car c'est la planète Terre. Sur Espace, nous avons concocté et imaginé Espace TV. Espace TV, la télé qui va changer la donne. Notre réalité dépasse la fiction. Dépasse la fiction. Espace TV, regardons mieux. Regardons mieux. En Guinée. Encore une demi-heure passée ensemble dans cette émission Les GG. Notre invité ce matin, Monsieur Aboubacar Titi Camara, oui, ancien ministre des Sports, ancien international guinéen. Beaucoup de messages ce matin. Voilà, vous avez explosé vraiment la plateforme. On va essayer de faire quelques lectures des SMS. Tantimas qui nous envoie ce message. Mon feu père était un ancien membre de Racing Club. Son nom était Suleiman Camara. Merci de l'info, il n'y a pas de problème. Allez, c'est notre message aussi. Voilà, beaucoup de messages sur notre plateforme avec les auditeurs. Titi est un patriote, il faut le soutenir. Eh ben, c'est Monsieur Diallo donc qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, l'UFDG veut détourner les intentions, ou les attentions plutôt, les trépitudes, qu'est-ce qu'il veut dire, qui traverse le parti Alpha Condé, traité de Burkinabé récemment de menteur par, je sais pas là. Bonjour Alpha Oumar Baldé depuis la carrière, c'est bien de taper sur l'AE Junior Condé ce matin, mais on ne voit rien de ce qu'il fait à l'ONT. Voilà, ça c'est Monsieur Alpha Oumar Baldé qui nous envoie ce message. Hiro Diallo qui dit, je vous assure que si c'était possible, tous les Guinéens allaient porter plainte, voilà, contre Alassane Condé, car il a toujours été un mauvais exemple. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message, il s'appelle Hiro Diallo. Quand on amine, dit à Djibril, qu'il n'est pas avocat, donc il n'a qu'à partir, s'il est avocat, il n'a qu'à partir au TPI et défendre le dossier Yassine Ba. Voilà, il n'y a pas de problème. Beaucoup de messages, on va s'intéresser à notre invité avant de continuer notre émission Tamba. Voilà, nous revenons ici, Monsieur Titi Camara. Finalement, c'est un projet à très long terme, avec des enfants qui vont évoluer avec le club. Et on va parler budget. Comment est-ce que vous comptez financer tout le projet? Financer le projet, ça sera en fonds propres et trouver des partenaires aussi qui vont nous accompagner pour réaliser ce projet. Vous êtes seul dans ce projet? Non, pas seul. Nous avons des amis qui sont prêts à nous accompagner. Mais vu tout ce qui se passe dans le pays pour le moment, ils préfèrent attendre après les élections présidentielles en 2015. Alors finalement, comment vous continuez mais vous n'allez pas arrêter le projet? Non. Ils attendent, mais vous n'allez pas... Dès après la détection, une semaine après, j'ai un ami qui travaille au barreau de Paris qui est arrivé hier. Et surtout, je le remercie aussi parce qu'on avait invité les gens de Liverpool et Richard Attias aussi, et l'ex-madame Sarkozy aussi, Cecilia. Malheureusement, tout ce qui nous arrive... Oui, Ebola est passé par là. Ils n'ont pas pris le risque. Il y avait 6 sports aussi et les gens de Canal Plus aussi. Mais bon. Alors, quand on a une telle initiative, Aboubacar Titi Camara, on recherche, au-delà de la reconnaissance historique, est-ce qu'il y a un besoin de se faire un peu de sourd, de ne pas rester sans rien en poche quand même? Quel est l'objectif qui est visé? L'objectif d'abord, c'est la formation. Vous savez, en Guinée ici, nous avons la tendance à oublier, au lieu de renverser la pyramide. Je pense que nous allons à la base. À la base, c'est quoi? C'est donner l'éducation aux enfants et donner une bonne formation. Parce que l'accent que nous allons mettre, c'est la formation scolaire et surtout professionnelle après sur le plan sportif. Vous pensez que de cette manière, on peut relancer le football guinéen qui traverse quand même une longue période de crise? Non, pas une longue période de crise. On est tous conscients que le mal du sport guinéen. Certes, il y a certaines qui diront on manque d'infrastructures, il y a certaines qui diront on manque de formateurs, il y a certaines qui diront est-ce que ces jeunes-là qui pratiquent le sport aujourd'hui, à la base, ils ont été bien formés?
On se pose la question. Mais la solution aujourd'hui, il faut qu'on aille à la base. Que ce soit dans le basket, dans la natation ou bien dans l'athlétisme. Sans la base, on ne peut pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, leur rêve c'est d'aller monnayer leur talent, ceux qui sont talentueux. Mais aujourd'hui, les Européens, ils ont besoin de quoi? Des joueurs exceptionnels. Il y a tellement de milliers qui pratiquent le sport dans le monde entier. Mais si vous voulez faire partie de l'élite là, il faut la formation à la base. Nous avons acheté le matériel d'entraînement, comme ce qui se fait en Europe là-bas. Dès après la détection, une semaine après, nous allons rencontrer les parents individuellement, les 30 qui seront retenus, plus les filles aussi. Ça, après les garçons, nous allons faire une détection aussi. Et après, il y aura des enfants de 10 ans. Dans les autres pays, ça se passe comme ça. On a connu la Côte d'Ivoire, nous connaissons le Mali aujourd'hui. Dans les années 60, on chicotait tout le monde. Et maintenant, en 2014, acceptons qu'on aille à la base, qu'on forme les enfants, qu'on accepte de se faire taper aussi, et après la roue va tourner. Allez, Djibril, très rapidement, les jeunes qui ont été déjà sélectionnés, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils évoluent a posteriori à l'étranger avec votre soutien et votre accompagnement? Non, pour un premier temps, c'est pour cela que nous avons créé le club. Au fait, nous ne cherchons pas à faire partie les enfants à l'abattoir. À l'abattoir? Les envoyer à l'étranger, c'est les envoyer à l'abattoir? Moi, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'envoyer mon enfant qui a 12 ans ou bien qui a 14 ans dans un centre de formation. Parce que l'enfant, il est coupé complètement. Il n'a pas de repère. D'enfance, il n'a pas de repère. Je dis plus, le projet que nous avons, nous allons plus donner la chance que les jeunes soient formés comme ce qui se passe dans les centres de formation en Europe. Ça veut dire, le matin, ils vont à l'école, l'après-midi, ils pratiquent le sport. Vous voulez mettre sur le marché donc des produits finis? Pas les produits finis. Le but, au fait, c'est d'aider ces jeunes-là. Que demain, ceux qui auront la chance de faire des grandes études, parce que nous allons les accompagner jusqu'à la porte de l'université. Mais si un club étranger comme Liverpool ou Chelsea a besoin d'un de ses talents un jour, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas possible, hein? Non, au fait, l'académie ne peut pas vendre les joueurs. Ok. Certes, nous allons proposer des jeunes qui sont talentueux. Récemment, nous avons vu Zidane qui va parrainer la Coupe du Monde Danone au Brésil. Où il est le parrain, c'est des enfants de 10 ans. C'est vrai que si j'avais commencé à temps, je pourrais envoyer des jeunes Guinéens pour aller un peu se frotter ce qui se passe dans le monde de l'autre côté. Mais malheureusement, ce projet, nous avons déjà réfléchi sur ce projet. Il faut être patient. Voilà. C'est un projet de 5 ans. Ça va être long, ça va être difficile. Mais je suis engagé et je suis déterminé pour réaliser ce projet pour la jeunesse. Aboubakar Titi Camara, vous avez été ministre des Sports dans ce pays et on ne peut pas vous avoir dans ce studio sans qu'on vous demande de vous prononcer sur les premiers pas de la nouvelle ministre des Sports. C'est votre sœur. Elle est très jeune, mais elle a quand même des ambitions. De l'autre côté aussi, quelle chance la Guinée a de décocher l'une des CAN de 2019 ou de 2021? Organiser une Coupe d'Afrique des Nations, on est en 2014 et 2019, il reste 4 ans. 5 ans. 5 ans pour faire des stades. Il faut... Vous n'y croyez pas? Non, je n'ai pas dit, mais c'est moi développé. Je parle de 2019. Je sais que nous postulons à 2 années, 2019 et 2021. Et si on n'a pas la chance qu'on soit choisi par la CAF, et pourquoi pas 2021. Mais vu l'évolution des autres pays, que ce soit le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui va organiser la francophonie dans quelques années, je pense que les chances de la Guinée sont minimes en 2019. Et il faut, moi je dirais pour le dossier pour la candidature de la Guinée, nous avons des gens qui ont mouillé le maillot pour ce pays. Nous avons des symboles. Il y a Chérif Suleiman qui a été ballon d'or en 72. Il y a Maître Nabi qui a contribué pour le triplé. Il y a Papa Camara qui est
qu'est un ancien, c'est une gloire. Un petit sourire. Et tant qu'on n'associe pas ces personnes qui peuvent apporter un plus au dossier de la Guinée, ça va être très difficile. Nous voyons aujourd'hui le Brésil, même si le Brésil c'est une grande nation de football qui a gagné 5 fois la Coupe du Monde, il y a Romario, il y a Ronaldo qui pilote ce dossier. On a vu le cas de la France où Michel Platini, qui est le président de l'UEFA aujourd'hui, qui a piloté en 98 le dossier français. C'est comme ça que ça se passe dans les autres pays. Ouais. Mais les émissaires de la CAF, ils sont venus. J'ai vu aucun ancien footballeur. Bon, alors ça on l'attend pas, c'est la Guinée. C'est pas étonnant. On vous trouve très réticent. Vous avez signalé tout de suite que si vous avez soutenu le président de la République, c'était aussi dans l'objectif d'organiser la CAN. Vous pensez aujourd'hui que ce n'est vraiment pas dans le calendrier du président de la République organiser la CAN, parce qu'on le sait de toutes les façons, organiser la CAN, c'est bien. Le département peut se battre, mais il faut d'abord... Le fait déjà d'avoir la lettre de garantie du gouvernement, ça veut dire que le président de la République s'est impliqué. Voilà. Et le cahier de charge, moi j'avais eu l'accord bilatéral avec la France où Chantal Jouannou était ministre des Sports. Et malheureusement, tous les papiers qui ont été signés à mon époque quand j'étais au département, fort malheureusement, ces papiers-là ont disparu dans la valise diplomatique. Et jusqu'à présent, je me pose la question parce que ces gens-là, ils pouvaient nous apporter l'expertise d'organiser un événement. Voilà. Et aujourd'hui, bon... Titi Camara, notre invité exceptionnel ce matin chez les GG. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Et là, il a intérêt plutôt à prendre le lot ce matin. Allez, notre invité est là, Jean-Boubacar Titi Camara. Il faut déjà s'habituer à ce nom désormais. Académie Titi Camara. Alors, la rubrique c'est très simple. Vous êtes un habitué des GG. On pose une question, vous répondez par oui ou par non. Et derrière, voilà, vous allez avoir 3 minutes. 3 minutes pour convaincre, on va le dire comme ça. Ahmed Camara, première question. Alors, oui ou non, ces enfants seront, dès qu'ils seront recrutés, payés à la fin de chaque mois? Non, ils sont mineurs, ils ne seront pas payés. Oui ou non, je m'intéresse à... Pardon, excusez-moi, nous allons plus prendre en charge leur scolarité. Voilà. Je m'intéresse à votre passage dans le gouvernement. Oui ou non, vous croyez toujours au projet de changement de celui que vous avez soutenu comme candidat au second tour de la présidentielle de 2010? Oui ou non? Oui. Allez-y, dis-vous. Alors, vous étiez footballeur international, c'était des moments de gloire, vous n'aviez pas pensé à ce beau projet, vous êtes devenu ministre, la fédération de football vous a manqué, oui ou non, les moments de gloire vous manquent? Vous êtes pris par une nostalgie de la gloire? Non, j'ai fait le deuil. Vous savez, ce qui est difficile dans le sport, c'est ne pas y penser qu'après le football, il y a une autre vie. Ouais. Quand j'étais en activité, j'avais déjà créé une société de télécommunications et automatiquement quand j'ai arrêté, je me suis lancé dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu ce vide-là. C'est pour cela j'avais assisté à un forum du sport au Qatar, que j'ai participé à la 2e édition. Je pense que c'est plus expliqué aux futurs athlètes, surtout à des joueurs qui ont été des gloires. Donc vous savez, quand on est sportif, on vous prend comme les princes, mais après le football, ouais, c'est fini, et si vous n'avez pas des reins solides, soit vous tombez dans l'alcool, soit c'est des divorces, mais Dieu merci, je suis tombé sur une femme formidable qui est avec moi, ça fait des années, et depuis que j'ai arrêté le football, elle me soutient. Voilà, comme il y a d'autres en international d'ailleurs, en Guinée d'ailleurs, qui sont ivrognes aujourd'hui. Je vais taire le nom. Tout à fait, voilà. On les connaît. Ça commence par S, entre autres. Allez-y. Oui, non, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, allez, oui ou non. Alors, vous allez conclure, Moussa Moïse. Conclure, monsieur. Je n'ai pas encore posé ma question. Oui, mais nous sommes pris par le temps. Oui ou non, au-delà du projet sportif que vous pilotez, ce projet est aussi une initiative philanthropique. Oui ou non?
Joker. Joker. Voilà. Moussa, plusieurs caméras dans ce studio, Eladja Boubacar Titi Camara, celle d'en face, pour un message à l'endroit de ces jeunes, aussi pour ceux qui veulent emprunter le chemin facile de l'Europe pour briller dans le monde du football. Votre message. Mais ce qui est formidable, ces 2 jours-ci que nous avons passés au stade annexe 28 septembre, c'est de voir l'implication de tout le monde. Hier, il y a la première journée, ma fille, elle a 14 ans, elle a participé. Et la deuxième journée, il y a eu 3 filles aussi qui ont participé. Je pense que c'est ça la force de ce sport. Il n'y a pas de discrimination. J'ai vu des jeunes Peuls, j'ai vu des jeunes Malinqués, Soussou, les jeunes de la forêt. C'est ça au fait que nous voulons retrouver, que ce sport soit l'exemple pour tous pour la future génération, parce que nous savons le tissu social aujourd'hui est effrité, et c'est nous maintenant les jeunes de faire passer ce message-là. C'est pour les grands frères, tous des Guinéens, et surtout qu'on se donne la main, que ce pays-là sorte de l'ornière. D'accord, merci beaucoup Eladja Boubacar Titi Camara. Voilà, il va falloir maintenant s'habituer à ce nom, Académie Titi Camara. Grand merci, monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit finalement? C'est de me souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance aux enfants. Voilà, bonne chance à vous, monsieur le ministre. Allez, les GG continuent. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Un ministre de la République qui fait trembler la RTG, oui. Alouseni Makanera, c'est son nom. On va essayer de s'intéresser de ce moment comme vous voulez. On va essayer d'appeler monsieur Mamadi Kondé, secrétaire général du ministère de la Communication. Des révélations aussi, parce que Dib a un dossier. On va essayer de confronter tout ça et voir s'il y a possibilité d'avoir le DG de la RTG, Yamoussa Sidibé, le rebelle, dit-on. Allez, on a écouté Abakar Titi, hein. Voilà, moi je pense que c'est tout de même salutaire de créer cette académie en Guinée. Et aujourd'hui, moi je pense qu'il faut croire au sport guinéen. Le sport guinéen est en train de renaître. C'est clair que les spécialistes l'ont dit. L'équipe nationale que nous avons, notamment je prends côté football, aujourd'hui quand même les joueurs sont quand même à la hauteur. Ce qui manque seulement, c'est une question d'expérience. Mais comme il a dit, c'est vrai que s'il avait des enfants qu'il avait déjà formés, ces enfants pouvaient participer à cette coupe du monde de 10 ans. Mais ce qui restait clair, c'est que on a vu d'autres pays, on a vu le Cameroun, les lions indomptables. À un moment, ils ont été les lions domptables. On a vu les lions de la Teranga qui étaient devenus à un moment les lions de la Véranda. Mais donc, il faut croire que si le FINI national aujourd'hui est en train de se réveiller, je pense qu'il faut saluer et il faut accompagner ce FINI national et toutes les autres fédérations pour faire du sport guinéen un véritable sport, faire renaître ce sport guinéen. Pourquoi pas? Allez-y mon cher. Voilà, je pense que c'est une démarche professionnalisante qu'il faut saluer, et on va sortir du hasard du football guinéen. Lorsqu'on sort de ce carcan-là, je pense qu'on peut produire quelque chose qu'on peut revendre. Voilà, ça c'est une chose. Très rapidement, j'aimerais achever avec cette phrase. Je pense qu'on va apprendre aux enfants, à travers cette académie, à suivre la voie qui sera la leur, une voie qui ne les surprendra pas. Voilà, allez, nous avons M. Kondé en direct, il faut le rappeler, un secrétaire général du ministère de la Communication, Abakar Diallo. Monsieur Kondé, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Vous êtes secrétaire général du ministère de la Communication. Et on s'intéresse à cette lettre circulaire du ministre Makanera. Et lettre circulaire à la suite de laquelle le directeur général de l'RTG Coloma a fait une sortie pour faire une mise au point par rapport à une manière de délimiter son territoire. Et vous avez tenu une réunion de crise au département. Qu'est-ce qui a été décidé, monsieur Kondé? Mais la réunion, c'est pas une réunion de crise. C'était juste une réunion pour que nous puissions harmoniser les idées et puis essayer de rétablir la vérité. Bon, quelle vérité? Il y a eu mensonge? Il y a eu mensonge de quel côté? Il n'y avait pas une réunion de crise, c'est-à-dire que nous sommes... Oui, ça on a compris, oui. Voilà, de comprendre. C'est-à-dire que alors, vous avez... On va revenir un petit peu en arrière, Moussa Moïse, là, monsieur Kondé, parce qu'on a en tout cas une lettre ici, une circulaire de... Voilà, une lettre circulaire qui date du 31 juillet 2006. À l'époque, il y avait Aboubacar Silla, qui était à la tête de ce département, justement, ministre de l'Information à l'époque. Et cette lettre, cette note de service fait état effectivement d'un certain nombre d'informations dont je vous donne tout de suite l'exemple.
lecture. Alors, on va pas lire, bien évidemment, toute la note de service, ce serait bien évidemment fastidieux. On lit simplement les parties qui pourraient nous intéresser. D'abord, on dit que les tarifs publicitaires, et on commence par dire que la publicité commerciale, sous toutes ses formes, à la RTG relève désormais exclusivement de la régie publicitaire qu'est l'Office guinéen de publicité, conformément au décret numéro 180 PRGSGG du 9 juillet 1990 portant création et attribution de l'Office guinéen de publicité. Mais plus loin, on dit également que le sponsoring des programmes ou des émissions, la publicité promotionnelle, le publi-reportage, la gestion du bartering, la gestion des échanges des services et communiqués commerciaux relèvent du service marketing et publicité de la RTG. Alors pourquoi on lit cette partie? C'est parce que justement, c'est à cela a fait allusion bien évidemment le directeur général de la RTG pour faire sa mise au point, et c'est cette mise au point bien évidemment qui n'aurait pas plus du tout. Mais est-ce qu'il avait besoin vraiment? Allez-y, M. Condé. Bon, je vous comprends très bien. Je vais entrer un peu dans les détails pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Premièrement, nous reprochons au directeur général de la RTG d'exposer par système de médias ce qu'il aurait pu dire à nos réunions. Ça, c'est un premier élément qui me paraît très important. Mais le second élément, je vais entrer sur le plan technique. Effectivement, nous avions fait au temps de M. Abakar Fida une note de service qui explique définir les différentes formes de publicité et qui fait décantation entre ce qui doit être à la portée ou à la charge de la RTG et ce qui doit être au niveau de l'OGP. Je vais être un peu plus clair. En ce qui concerne la publicité commerciale, qui est donnée est la publicité, les annonces et les communiqués. La distinction était faite, mais la note de service, la lettre circulaire qui vient d'être préparée pour tous les médias est un principe de base qui n'est pas rentré dans les détails concernant les spécificités et les différents genres qui doivent entrer dans la publicité. La note circulaire, la lettre circulaire que nous venons de donner sera suivie d'un texte d'explication beaucoup plus actuel que le texte qui avait été fait par autant de M. Silla. Autant de M. Silla, il y a eu cette note qui était qui parlait du sponsoring et des annonces, des communiqués. Nous pensons qu'il faut éclaircir ça parce que la RTG n'est pas une station privée, pas une station qui est personnalisée, c'est un service rattaché. Alors, Monsieur Condé, la note de service que je tiens en main, signée en 2006 par Bakasila, est-ce que les principes énumérés dans cette note de service sont toujours d'actualité? Voilà. C'est ce qu'on a envie de comprendre. Parce que l'État, c'est une continuité. Ouais. Et en même temps, ça peut changer aussi. Ouais, bien évidemment. Si on s'arrêtait en coup de route, vous allez nous signaler ça aussi. Ok. Si ça était d'actualité, on n'avait pas besoin de prendre la nouvelle lettre là. Ok. Donc, la question finalement, M. Condé, c'est important de le dire. Qu'est-ce que vous reprochez au contenu de la mise au point faite par Yamoussa Sidibé? C'est la question. Non. C'est ce que nous reprochons à la mise au point de M. Yamoussa Sidibé, c'est de s'exprimer sur un texte institutionnel sur les médias plutôt qu'à une réunion institutionnelle que l'on dit tous les jours. Ouais. Non. Alors c'est ce que vous lui reprochez. On a bien envie de savoir qu'est-ce qui a été finalement décidé de votre réunion récente. Vous me dites ce que nous reprochons. Nous nous reprochons simplement de s'exprimer sur les médias, y compris son propre média, plutôt que de le dire en réunion, parce qu'on a une réunion qui regroupe les directeurs ici. Mais vous aussi, on vous reproche d'avoir pris cette note circulaire sans avoir associé tout le monde, y compris lui-même. Ah ben non, mais il n'y en a pas besoin. Mais quand même, il n'y en a pas besoin, Moussa. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis qu'on il n'y en a pas besoin. On leur reproche. On va le consulter pour ça. J'ai pas dit qu'on était comme si on disait que le président n'a pas consulté. On n'est pas obligé de le consulter. On n'a pas besoin de consulter M. Yamoussa Sidibé pour prendre ces décisions-là. Je suis désolé. J'ai envie juste de comprendre. Est-ce qu'au niveau du département, il
y a eu une réunion à l'interne avec les différents responsables. Mais c'est ce qu'il vous a dit tout de suite là? Qu'il le répète. Oui, c'est ça. Il y a eu... Il aurait soulevé ces problèmes, on aurait trouvé des solutions avant que ça ne soit posé sur le média. Voilà. Ok. Donc en même temps, on me signale aussi qu'il y a eu des réunions, entre autres, voilà, c'est entre autres, je veux dire, du Breka, parce que je l'ai eu en antenne pour essayer de comprendre un petit peu les dessous, mais ces réunions ont été appelées, M. Yamoussa Sidibé, Abril, de son absence, il n'est pas venu à la réunion. Est-ce que vous confirmez? À la réunion. Est-ce qu'il va être sanctionné? Une lettre lui a été adressée dans ce sens. C'est pas une lettre, c'est une réunion institutionnelle qui se fait à des dates précises, ça se fait tout le temps. Voilà. Alors, face à tout ce que vous estimez anormal de son comportement, est-ce que M. Yamoussa Sidibé va être sanctionné? Oula. Pour le moment, nous n'avons pas parlé. Est-ce qu'il est aujourd'hui, plus que jamais, sur un siège éjectable? Non, on n'est pas là. On n'est pas là. Voilà. Allez, vous n'avez pas parlé. De toutes les façons, tous les sièges qu'on occupe au gouvernement d'administration. Allez, regardez, je suis terre. Merci beaucoup, monsieur Condé, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Voilà, merci. Allez, à très bientôt, au revoir. Allez, les gars, on a terminé ce matin. On s'excuse auprès de la douane parce qu'on devait appeler normalement de ce côté PV qui devait intervenir, mais aussi un Mourigan. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. On n'a que 2 minutes, la radio c'est l'heure. On a écouté, monsieur Condé. On a écouté, monsieur Condé, écoutez cette note de service. D'ailleurs, c'est une note de service. Prise par un ministre à son temps. C'est une note de service qui peut changer. Même si c'était un arrêté, ça pourrait changer. Voilà, donc il ne faut pas du tout se baser sur cette note de service. Le reproche qu'on a fait la fois dernière à la sortie de M. Sidibé, c'est le même reproche qui a été fait ce matin, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation à l'interne. Il aurait pu quand même faire une sorte de courrier adressé à son ministre pour dire, monsieur le ministre, voici ce que je considère comme étant anormal dans votre, ou comme étant des manquements. Je vous ai dit ici, quand on a reçu le ministre de la Communication, peut-être que vous n'étiez pas là, vous étiez aux États-Unis, Moussa Moïse. On a dit qu'il y a beaucoup de frustration du côté de la RTG. Quand on a assisté, en tout cas j'ai assisté à l'installation de M. Fanasouma du côté de la RTG. Et le directeur de la télévision nationale, M. Foleta Silla, n'était pas là. Et le directeur de la radio n'était pas là. Comment peut-on expliquer tout cela? Le problème c'est qu'à la RTG, on se bouffe cru. Je ne peux pas comprendre que le directeur de la télévision, par exemple, prend des décisions, il va essayer de surpasser Yamoussa Sidibé à faire directement avec le ministre. Où on va? C'est pas normal. Il faut qu'on arrête. C'est pas normal, mais ce que je salue, c'est quand même le fait qu'il y a un esprit d'ouverture de la part de l'actuel ministre quand même. Il a maintenu, beaucoup l'ont dit qu'il ne va pas le maintenir. C'est clair. Il a quand même confirmé Yamoussa Sidibé à sa place. C'est important, ça veut dire qu'il y a une envie de travailler avec tout le monde. Mais il faudrait que cette envie soit partagée par tout le personnel. C'est très important. Voilà, allez, les juges, on a terminé ce matin. Peut-être ce dossier, quand même, on est sur le principe de cette enquête du côté du ministère des Transports. On parle de disparition de groupes électrogènes et de matériel informatique. Voilà, je pense que s'il y a des malentendus entre les cadres du département, je pense qu'ils doivent régler ça entre eux. Djibril disait tout de suite, est-ce qu'il est sur un siège éjecté? Si les hommes ne vous éjectent pas, c'est Dieu qui va vous éjecter. Donc c'est comme ça. Donc il n'y a pas de raison. De façon, je pense qu'ils doivent se comprendre et conjuguer les mêmes verbes. C'est dans l'intérêt du peuple de Guinée. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, les intérêts, les querelles entre ces différents cadres intestines là, moi je pense le peuple de Guinée n'en a pas besoin. On a besoin de renouveau, on a besoin que la RTG soit vraiment bien vue du côté de l'extérieur et même à l'intérieur ici. L'homme de Dieu, allez-y Tamba. L'homme de Dieu, j'ai juste envie de dire que ici on assiste à une expression assez puérile de leadership. Yamoussa Sidibé veut affirmer quand même son leadership, prouver qu'il a quand même encore son mot à dire malgré cette décision. C'est pas la manière. Justement, et c'est ce que j'ai condamné. C'est ce que j'ai condamné il y a quelque temps, et d'ailleurs ce sont des choses connues. On n'avait pas besoin de revenir là-dessus. Encore est-il qu'une mesure dans ce genre en abroge une autre. Il fallait le savoir avant de faire cette sortie médiatique. Voilà, mesdames et messieurs, on a terminé ce matin. Demain, on va continuer notre émission, entre autres, avec des surprises. Vous allez comprendre de quoi on parle. Et à partir de minuit, le 10 minutes sur Espace TV, vous allez passer une excellente soirée sur la télé d'une autre planète. Au revoir.